Bonjour, alors après vous avoir parlé du Canada, après vous avoir parlé du Groenland, je vais vous parler aujourd'hui du canal de Panama parce que c'est un enjeu qui est encore plus, je dirais, actuel pour les États-Unis et c'est un enjeu en fait global puisque ça touche au commerce maritime international. Alors d'abord je vais vous faire un peu d'histoire et ensuite je vais vous expliquer ce que Trump désire en passant par l'historique un peu de la gestion du canal pour bien montrer pourquoi Trump veut absolument reprendre contrôle, pas directement bien sûr, du canal de Panama. Alors, quelques points d'historique. Ferdinand de Lesseps donc lance le projet du canal en 1880. Si vous ne connaissez pas Ferdinand de Lesseps, c'est celui qui a creusé le canal de Suez. En 1889, donc, la Compagnie universelle du canal interocéanique fait faillite. Le projet, en 1903, est repris par les Américains, alors par un biais un peu particulier. Theodore Roosevelt, donc le président américain de l'époque, soutient militairement l'indépendance du Panama, qui était jusqu'à présent une province de la Colombie. Et en échange, les USA obtiennent la gestion à perpétuité d'une zone du canal et reprennent donc la construction ou le creusement du canal. Donc les ingénieurs américains reprennent les travaux, logiquement, et vont en fait améliorer le projet initial de Lesseps. Le canal est donc inauguré le 15 août 1914. En 1977, donc les Américains, par le biais du président Jimmy Carter, signent avec le Panama un accord qui prévoit donc le transfert du canal et de la zone du canal à Panama. Et le 31 décembre 1999, à midi, ça va être très précis dans ce cas-là, la rétrocession est effectuée et le Panama récupère la pleine souveraineté sur le canal et la zone qui l'entoure. Alors là encore, je vous engage à regarder une carte parce que le canal, en fait, c'est un projet particulier au niveau géographique. Et donc, c'est pas le canal de Suez donc, qui vraiment transperce de nord au sud ou d'est en ouest. C'est plus compliqué, ça passe par des lacs et en fait il y a un port à l'entrée, un port à la sortie, à l'entrée dans l'Atlantique et à la sortie au Pacifique. Voilà. Alors, en 1997, donc un petit peu avant la rétrocession par les États-Unis au Panama, et c'est ce qui est à mon avis le cœur du problème que je vous exposerai après, la société CK Hutchison obtient la concession d'opérer les ports du canal de Panama. Donc cette concession a été régulièrement renouvelée après par le gouvernement panaméen. Mais en 1997, c'était encore les Américains qui possédaient le canal et qui avaient en fait cédé la concession, donc la gestion et l'opération du canal à la société CK Hutchison. Alors, qui est CK Hutchison, pardon. C'est un conglomérat multinational basé à Hong Kong qui a des liens avec le Parti communiste chinois, des liens à la fois économiques et politiques. Alors, compte tenu justement de cet alignement avec le Parti communiste chinois, CK Hutchison a investi là où les intérêts de la Chine le demandent. Par exemple, le projet Belt and Road Initiative, c'est la nouvelle route de la soie. Dans des infrastructures stratégiques en Chine et dans d'autres régions du monde qui sont stratégiques pour la Chine. Et c'est précisément cela qui pose problème pour Trump dans sa politique de sécurité nationale, pour lequel je ferai une vidéo spécifique, laquelle désigne la Chine comme un adversaire, ou plutôt un concurrent des USA. La présence de CK Hutchison, donc de la Chine à Panama, est un risque sécuritaire majeur. C'est pourquoi Trump a décidé de forcer CK Hutchison à vendre
les ports du canal de Panama, donc celui qui est sur le Pacifique et celui qui est dans l'Atlantique, sur l'Atlantique. Et justement, c'est cette pression qui a forcé Seika Hutchison à accepter d'ouvrir les négociations avec un consortium d'entreprises mené par BlackRock, évidemment, et afin de lui céder donc les ports. Le PDG de Seika Hutchison, qui s'appelle Victor Lee, est aussi mis sous pression par la Chine, parce que celle-ci est de plus en plus suspicieuse vis-à-vis des élites de Hong Kong. Je rappelle que Hong Kong a été rétrocédé par la Grande-Bretagne en 1999 à la Chine. Donc c'est une zone économique spéciale qui est plus ou moins intégrée à la Chine continentale, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est pas le thème ici, mais c'est pour dire que bon, ça fait quand même un peu plus de 25 ans que ça a été intégré, et malgré ça, il y a encore des problèmes entre la Chine continentale et Hong Kong. La Chine a critiqué cette vente, ou ce projet de vente des ports par Seika Hutchison. Et pourtant, en mars 2025, un deal est officiellement annoncé pour un montant total de 23 milliards de dollars. Alors, malheureusement, cette vente n'a toujours pas eu lieu, n'a toujours pas été finalisée. Alors, quels sont les obstacles à cette vente ? En janvier 2026, donc la Cour suprême de Panama a jugé que le contrat de concession des ports passé entre Panama et Seika Hutchison était inconstitutionnel. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, à mon avis, c'est que le contrat initial avait été passé entre les autorités américaines et Seika Hutchison à l'époque. 97, c'était avant la rétrocession de Hong Kong à la Chine, donc il n'y avait aucune suspicion possible, même si on savait que ça allait arriver. Mais le Panama n'était pas concerné par cette concession à l'époque. Elle l'a été après, et le gouvernement l'a renouvelée sans sourciller. Alors la Cour suprême a décidé que c'était inconstitutionnel. Cette décision judiciaire était largement inattendue et a notamment provoqué la colère de Trump, parce que ça retarde le deal qui était approuvé par lui, et il souhaitait que ce deal se fasse au plus vite pour passer à autre chose. Trump met la pression pour que les deals soient passés et qu'on passe à autre chose. C'est ce qu'un homme d'affaires dynamique en général souhaite. Si une négociation dure trop longtemps, très probablement ça va échouer et le deal ne se fera pas. Alors quel est le bilan de cette histoire ? Comme je viens de le dire, le deal est incertain et n'a pas pu être définitivement conclu, malheureusement. Alors, l'arrêt de la Cour suprême de Panama n'est pas définitif, entre guillemets, parce que Seika Hutchison a mis en arbitrage international le litige, qui l'oppose donc à Panama, dans la mesure où cette décision équivaut à une expropriation sans indemnité. Si le contrat n'a plus aucune valeur, c'est comme s'il avait perdu tous ses investissements. Enfin, la société Seika Hutchison avait perdu tous ses investissements autour du canal de Panama. Donc, dans ces conditions, il y a des traités internationaux qui permettent à des entreprises établies dans un pays étranger à demander un arbitrage international pour éviter justement d'être spoliés. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles Trump est allé au Venezuela, puisque des sociétés américaines avaient été effectivement spoliées par le gouvernement vénézuélien à l'époque, notamment les compagnies pétrolières. Et elles avaient perdu tous leurs investissements sur place, sous une forme de nationalisation en fait des entreprises étrangères. Voilà, donc pour le moment, donc les ports du canal de Panama sont temporairement gérés par une société danoise qui est une filiale de l'armateur Maersk, pour ceux qui connaissent. C'est un armateur qui transporte des containers notamment et qui
et qui est majeur dans le commerce maritime international. CK Hutchison explore également une restructuration du deal qui permettrait à la fois de satisfaire les Américains et les Chinois. Alors on peut imaginer couper la poire en deux, donner quelque chose d'autre aux Chinois. Enfin bon, je ne sais pas quel est le deal qui est en train de se négocier en ce moment, mais bon, il y a probablement une solution qui est en train d'être travaillée à ce niveau-là. Alors pour finir, je voudrais juste vous donner quelques chiffres sur le canal, des chiffres clés, parce que je pense que c'est toujours intéressant de savoir de quoi l'on parle. Le canal fait 80 km de long. Il faut environ 8 à 10 heures en moyenne pour le traverser. Ouais, c'est assez long, hein. Le trafic représente environ 14 000 navires par an, soit 6% du commerce maritime international. Alors juste une petite note, le canal de Suez représente 12%, donc le double. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinairement important pour le commerce maritime international. Mais le canal de Panama, c'est l'hémisphère ouest. Donc c'est sous le contrôle ou la juridiction, je sais pas comment on pourrait le dire, des États-Unis. Donc toute l'Amérique latine, l'Amérique centrale, c'est c'est les États-Unis qui veulent gérer ça directement, et c'est ce qui explique pourquoi le Groenland empêchait les Chinois d'être dans l'Arctique, donc en Amérique du Nord, empêchait les Chinois d'être à Panama. Donc en fait, on comprend bien que Trump, le Venezuela pareil, empêchait les Chinois de s'approvisionner en pétrole vénézuélien. Donc tout ça, c'est une stratégie très cohérente. C'est pas quelqu'un de capricieux qui se lève le matin, qui tape des pieds et qui dit ouais, je veux absolument le Canada, le Groenland, le Venezuela, etc. Non, c'est une stratégie qui est très réfléchie et qui fait partie justement d'une doctrine que je vais exposer qui s'appelle la Donroe Doctrine. Je ferai une vidéo là-dessus un peu plus tard. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité et votre patience et j'espère vous voir bientôt. À bientôt.